On le boit au petit déjeuner. On le mélange aussi à des gâteaux, ou on le transforme en beurre et en fromage, c'est très très bon. Le lait est apprécié mais aussi critiqué. Alors justement, quelle empreinte chaque verre laisse-t-il sur la planète? Et les exploitations laitières aussi peuvent-elles facilement réduire leur empreinte carbone? C'est ce dont nous allons parler dans l'épisode d'aujourd'hui avec des projets comme celui de Climastar ou encore de Prometer qui s'engagent pour une agriculture plus respectueuse du climat. Et avant de nous plonger pleinement dans l'univers de Prometer, nous nous penchons d'abord sur le projet de Climastar. Le projet de ressources Climastar est un exemple éclatant de pensée progressiste dans le secteur laitier suisse, avec pour objectif principal de promouvoir une production laitière basée sur les herbages, adaptée au site et respectueuse du climat. Climastar travaille en étroite collaboration avec les producteurs afin de tester des solutions d'avenir dans la pratique. Il convient de souligner en particulier l'utilisation innovante d'indicateurs nouvellement développés sur la concurrence alimentaire et foncière. Un modèle de prime différencié a été mis en place pour quantifier et récompenser les progrès. Les ambitions de Climastar sont impressionnantes. Au cours de la 6e année, Climastar devrait avoir atteint, grâce à ses exploitations, une réduction annuelle des GES de 12 000 tonnes d'équivalent CO2 et avoir amélioré de 20% la Feed Food Competition. C'est un signe clair que l'industrie laitière suisse est non seulement capable de relever les défis actuels, mais qu'elle agit également de manière proactive pour garantir des produits laitiers durables et de haute qualité pour l'avenir. Le professeur Jean Grenz de la Haute École de Sciences Agronomiques, Forestières et Alimentaires, HAFL, nous fait découvrir le projet. Quant au défi, donc un grand défi, c'est la gestion des données, surtout au cours de la première année du projet. On a 232 exploitations participantes et des centaines de points de données pour chacune d'entre elles. On a dû contrôler et souvent corriger de nombreuses données. Et avec autant de participants différents, donc l'industrie laitière, les agriculteurs, les scientifiques, les conseillères, c'est aussi un défi de faire comprendre à tous ce qui se cache derrière les chiffres, c'est-à-dire ce que signifie l'intensité des gaz à effet de serre, la concurrence alimentaire, etc. Après tout, ce sont des concepts qui sont assez nouveaux pour la plupart des participants. Je dirais que notre projet reflète une tendance plus large dans le secteur laitier. Il y a aussi d'autres projets, par exemple en Suisse romande et dans les Grisons, et beaucoup à l'étranger, en Irlande, en Allemagne, aux Pays-Bas et d'autres pays. Alors la protection du climat, l'utilisation efficace des ressources deviennent des thèmes très centraux pour le secteur laitier, tout comme le bien-être animal et l'hygiène auparavant. Ça ne signifie pas que toutes les questions ont trouvé une réponse, que tous les problèmes sont résolus, mais il y a beaucoup de choses qui bougent et il y en aura certainement d'autres à venir. Bon, d'abord, il faut constater qu'il n'y a pas de lait labellisé comme 100% durable sur le marché. Mais des produits avec des, disons, revendications, des claims correspondants existent bien sûr depuis des années. Il y a le lait bio, le lait de pâturage, le lait dit équitable, etc. Leur part dans la quantité totale de lait augmente depuis longtemps. Et pendant la pandémie Covid, la demande de produits bio et régionaux a vu une forte hausse générale. Actuellement, la tendance est un peu à la baisse, mais je pense que la tendance à la croissance à long terme va se poursuivre. Alors aujourd'hui, on est avec Pascal Ruffer et Jean-Luc Auberson de Prometer. Bonjour Pascal, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu, pour tous ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Prometer ? Donc Prometer, c'est l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre qui regroupe l'ensemble des agriculteurs vaudois. Et puis nous sommes employés ou nous travaillons chez ProConseil, donc c'est la filiale qui s'occupe du conseil, de la vulgarisation et de la mise en place d'essais chez les agriculteurs vaudois. Alors comment la mission de Prometer a-t-elle évolué au fil des années et quels sont aujourd'hui, disons, vos principaux objectifs en matière d'agriculture durable ? Alors l'agriculture durable, c'est un concept d'abord qui repose sur 3 piliers. On parle beaucoup de durabilité environnementale qui est importante, mais il ne faut pas non plus occulter la durabilité économique et la durabilité sociale. Donc pour les exploitants vaudois, c'est aussi important que ces 2 autres piliers soient représentés.
Et bien sûr que l'agriculture évolue, doit évoluer, et nous souhaitons aussi jouer un rôle un peu proactif, aussi bien dans l'accompagnement des agriculteurs vers une transition écologique, dans une transition agroécologique, vu que ça concerne vraiment l'agriculture, et que les efforts fournis par les agriculteurs puissent être valorisés, soit sur les marchés, sur les produits, ou soit via des programmes cantonaux ou fédéraux. Et puis, évidemment, que tous ces efforts et ces bonnes pratiques agricoles doivent être aussi pouvoir être communiqués auprès du grand public, parce qu'on se rend compte qu'il y a un déficit d'information et de connaissances du public, je vais dire essentiellement urbain, qui a de plus en plus de distance avec l'agriculture, et communiquer ces bonnes pratiques pour que les gens puissent se rendre compte des efforts qui sont faits. Donc ça, ce sont vraiment des missions qui ont évolué assez fortement ces dernières années. Justement, Pascal, vous parliez du défi finalement environnemental, économique et social. Selon vous, c'est quoi aujourd'hui les défis, j'allais dire, urgents auxquels sont confrontés pour le coup les agriculteurs? Alors, des défis, il y en a plusieurs, aussi bien sur la réduction de l'impact de la production que sur l'adaptation au changement climatique. Donc, déjà, un défi, le premier défi, c'est de pouvoir continuer à assurer l'approvisionnement en nourriture de la population, évidemment en ayant le moindre impact climatique et environnemental. Donc ça, c'est un des premiers défis. On a toujours moins de ressources en terre, donc il faut assurer cette autonomie alimentaire de la population, mais aussi fourragère du bétail. Et puis, on voit bien aussi que la santé et le bien-être animal sont une préoccupation majeure, aussi bien pour les éleveurs que pour la population. Donc, c'est vraiment des chapitres clés. Et puis, pour cela, on a aussi la mission de proposer des essais, des références et des catalogues de mesures pour que les agriculteurs puissent s'y retrouver dans ces thématiques fondamentales. Justement, j'allais vous demander, Jean-Luc, peut-être, comment est-ce que Prometer, justement, agit, conseille et vient en aide, justement, à ces agriculteurs sur le terrain, concrètement? Alors, vous l'avez très bien dit, il y a le mot conseil qui ressort. Donc, notre rôle, comme on vient de le citer, c'est d'acquérir les connaissances qui sont nécessaires après pour les agriculteurs, pour la mise en pratique de leurs bonnes pratiques ou des améliorations de pratiques qu'ils peuvent effectuer sur le terrain. Donc, on a, au niveau de l'approvisionnement, au niveau des grandes cultures, on aura les essais variétaux qui sont très importants. On doit avoir des variétés qui résistent aux aléas climatiques, qui sont adaptées aux nouvelles contraintes de production. Si on réduit les intrants, il nous faut des plantes qui ne soient pas trop gourmandes. Si on réduit les phytos, il nous faut des plantes qui soient peu sensibles aux maladies. Et puis pour ça, on doit tester concrètement sur le territoire vaudois avec les conditions locales. Quelles sont les variétés qui seront le plus à même de répondre à toutes ces questions. L'autre programme concret, c'est tous les grands projets où on inclut un grand nombre d'agriculteurs pour échanger sur les pratiques. Donc on a des projets sur l'utilisation et la valorisation des herbages, comme un grand projet qui s'appelait Progrès-Herbe. On a des projets plutôt sur la résilience des exploitations face au changement climatique. On va alors essayer de savoir quels sont les risques à long terme, quelles sont les mesures qu'ils doivent mettre en place justement pour essayer d'être autonomes et des années de sécheresse, savoir comment ils peuvent encore approvisionner leur bétail en fourrage, comment les cultures peuvent être approvisionnées en eau. Tout ça, c'est des choses qui arrivent très vite et dont on a besoin de pas mal de nouvelles compétences en fait. Pour la santé animale, on a aussi pas mal de projets comme la réduction de l'utilisation des antibiotiques au tarissement, où on a eu une vingtaine d'agriculteurs qui ont participé de manière proactive. Et puis, on a aussi justement pour tout ce qui est climat, des projets cantonaux avec des exploitations pionnières qui nous prêtent ou en tout cas qui participent activement dans le but justement de nous expliquer leurs pratiques et puis qu'on puisse répondre justement à leurs questions. Et dans quelle mesure les nouvelles technologies et les innovations jouent-elles un rôle dans les stratégies de Prometer, notamment pour promouvoir l'agriculture durable ?
Alors, disons que nous, on ne développe pas de nouvelles technologies. D'accord. Par contre, nous, notre rôle, c'est de justement prendre connaissance que des firmes développent ces nouvelles technologies, de pouvoir concrètement les connaître et puis les vulgariser auprès des agriculteurs. Donc vous faites le pont finalement entre les nouvelles technologies et les agriculteurs. Exactement, oui. Et puis souvent, c'est même les agriculteurs qui viennent chez nous en nous disant voilà, on a entendu parler de telle ou telle chose, est-ce qu'on peut le tester? Est-ce que vous avez des compétences sur l'utilisation de ces nouvelles technologies? Est-ce qu'on pourrait... Puis après, notre rôle, justement, dans notre mandat, c'est aussi de tester concrètement sur le terrain, à grande échelle, avec plusieurs agriculteurs, ces nouvelles technologies, que ce soit des outils de désherbage mécanique, que ce soit l'utilisation de drones, que ce soit l'utilisation de nouvelles techniques de traite, ou bien justement plutôt des pratiques. Et justement, sur place... Vous disiez que les agriculteurs, des fois, viennent vous demander conseil, vous demander par rapport à des nouvelles technologies. Est-ce qu'à l'inverse, des fois, comment ils réagissent, les agriculteurs, quand vous leur proposez des nouvelles solutions liées au réchauffement climatique, liées à la transition écologique, économique également? Est-ce que c'est toujours bien reçu? Est-ce que le message est toujours bien reçu? Alors, il y a quand même différents types d'agriculteurs. Il y a les pionniers, ceux qui sont proactifs, qui veulent aller de l'avant, qui veulent tester plein de choses. Il y a la grande majorité qui lisent, qui regardent, qui s'informent, puis qui suivent de près ou de loin. Puis il y a quand même des gens qui n'ont pas trop forcément envie de changer leur pratique parce que ça a toujours été comme ça, puis il n'y a pas trop de raisons de changer. Donc évidemment qu'on va plutôt s'adresser à ceux qui sont curieux et innovants et puis qui ont envie de tester justement de nouvelles choses. Bien sûr. Puis qui se rendent compte aussi des changements au niveau de la société, au niveau de l'attente des consommateurs. Et puis on voit bien aussi avec les initiatives qui concernent l'agriculture qui arrivent bientôt chaque année sur la table des votants que c'est des préoccupations qui concernent aussi monsieur et madame tout le monde. Ouais. Et du coup, est-ce que vous pouvez par exemple nous partager un exemple, une histoire de réussite d'un agriculteur que vous avez accompagné, conseillé et finalement pour qui le projet a bien marché ? Alors, des projets qui ont bien marché, il y en a un qui démarre, donc on ne peut pas encore parler de success story, mais de tout ce qu'on est en train de mettre en place concernant les bilans carbone des exploitations et la réduction de l'impact climatique. Donc ça, c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur et qui se met en place chez les agriculteurs et on rencontre beaucoup d'intérêt là-dessus, même si c'est assez nouveau. Et autrement, un projet qui a déjà été abouti, qui est arrivé à terme, c'est un projet qui s'appelait Progrès Herbe, pour développer justement l'autonomie fourragère, l'autonomie alimentaire sur des exploitations laitières. On avait une quinzaine d'exploitations participantes et il y a eu énormément d'échanges positifs entre les participants d'une part et on travaillait vraiment main dans la main entre la recherche fondamentale, entre la vulgarisation et les agriculteurs qui avaient des questions, qui avaient des problématiques et puis cette manière de travailler a permis d'aller assez vite, assez loin et évidemment nous n'avons pas répondu à toutes les questions donc ça débouche sur encore de nouvelles questions et c'est vraiment des thématiques qui évoluent encore rapidement. Pour avoir un aperçu plus approfondi de la mise en œuvre pratique de Prometer, nous avons justement visité la ferme de Marc Benoît à Romainmôtier. Oui, Marc Benoît, c'est un agriculteur vaudois qui s'engage pour des méthodes agricoles durables. Avec Tom, on l'a rencontré, alors on va écouter ensemble maintenant ses expériences et ses visions qu'il a partagées avec nous. Dans le groupe de travail de Prometer, il y a 20 exploitations vaudoises qui représentent divers secteurs tels que le lait, la viande, les cultures maraîchères, la vigne, l'arboriculture. Et c'est très intéressant de comparer chaque pratique agronomique et de voir les impacts sur le climat et puis éventuellement d'envisager des projets de solutions. Le bilan CO2 et gaz à effet de serre effectué sur notre exploitation est positif en bien des points, mais est à améliorer sur d'autres tels que la qualité des fourrages par la matière protéique, l'âge au premier vélage qui permet de réduire le nombre d'animaux sur l'exploitation et les pratiques agronomiques, par exemple le nombre de passages de véhicules sur les parcelles. Les nouvelles technologies utilisées pour rendre l'exploitation plus respectueuse de l'environnement sont
Une production biologique depuis 2010 avec plus de pâture, un maximum de fourrage produit sur l'exploitation et provenant de la région, moins de concentrés à fourrager, une stabulation libre construite en 2007 avec robot de traite et panneaux photovoltaïques d'une surface de 1200 m², l'utilisation de bandillards pour l'épandage des lisiers depuis 10 ans, et puis nous avons un projet de séchage en grange avec panneaux solaires. Nous travaillons également en COMA, coopérative de machines agricoles, avec 7 autres agriculteurs. Une production laitière plus durable doit être rentable, sinon elle est vouée à la disparition. Mais les mesures climatiques envisagées peuvent être des opportunités économiques en termes de coûts et donc intéressantes pour tout le monde. De retour en studio, on va poursuivre la discussion sur le rôle de Prométhère dans l'agriculture durable. Oui, et d'ailleurs également sur la manière dont les agriculteurs modifient leurs pratiques pour faire face aux défis actuels. Alors comment Prométhère prépare-t-il les agriculteurs aux effets du changement climatique et quelles adaptations recommandez-vous, Jean-Luc, Pascal ? Donc, effectivement, une fois qu'on a acquis les connaissances, que les pionniers ont participé à des projets pilotes, on va dire, le but c'est de pouvoir justement répandre ou déployer ces informations auprès du plus large public, des agriculteurs qui ne sont pas forcément pionniers, mais oui. Du coup, on a quand même souvent des projets après qui sont soutenus aussi par le canton de Vaud, typiquement pour Progrès Herbe, c'en est un, les autres projets comme Risque. Après, on a aussi des projets fédéraux qui découlent de projets pilotes. On a eu un projet Progrès Sol qui travaille sur le sol, et puis maintenant, la politique agricole prend certaines mesures de ces projets pilotes pour les appliquer à l'échelle nationale. Après, le but, c'est justement, dans ces projets, de faire le suivi, que ce soit avec des collaborateurs ou avec des partenaires plus scientifiques, pour avoir vraiment une base solide. Et nous, notre rôle de vulgarisateur pour aller expliquer concrètement, en fonction du terrain, de la propre exploitation, vu que toutes les exploitations sont différentes, les systèmes ne fonctionnent pas exactement la même chose, et puis chacun doit adapter la théorie avec sa pratique quotidienne. Et puis du coup, nous, on vient dans ce rôle d'accompagnant de projet, en fait. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Disons que, étant donné que chaque exploitation, on a tout, on a des grandes exploitations avec de la production laitière, de l'élevage, on a des exploitations qui, justement, n'ont pas forcément d'élevage ou pas peu de production animale, qui sont axées vraiment à grande culture. On a les exploitations qui sont viticoles, on a les exploitations, les alpages, et puis pour chacune de ces exploitations, on aura des recommandations différentes en fait, en fonction du type de production. Mais justement, c'est intéressant ce point-là par rapport à une exploitation laitière, d'une exploitation viticole. Est-ce que vous adaptez beaucoup les conseils, ou bien s'il y a quand même une base, un tronc vraiment commun, ou bien par exemple le réchauffement climatique, est-ce qu'il touche autant par exemple une industrie laitière d'une industrie viticole? Si on parle du manque d'eau, tout le monde est concerné. Autant les alpages que les exploitations de grande culture en fonction de l'environnement. Si on parle de la réduction des antibiotiques, il y aura que les exploitations d'élevage qui seront concernées. Si on parle de la réduction des intrants, que ce soit des concentrés ou des engrais, finalement on peut retrouver pas mal de monde. Dans la réduction sur l'impact climatique ou l'empreinte carbone, là aussi on peut retrouver chacun à sa carte à jouer. Et notre rôle, justement, malgré que les mesures seront ciblées, on peut très bien avoir un catalogue de mesures où chaque exploitation pourra puiser, celui qui s'intéresse plutôt aux engrais, celui qui s'intéresse plutôt à l'eau ou à la gestion de son bétail. Il trouvera les cartes, justement, à nous de fournir justement ces cartes pour qu'il les trouve et puis qu'il puisse les appliquer. Mais c'est vrai que pour compléter, alors, tout le monde est concerné par les changements climatiques, mais certaines exploitations, il y a des impacts plus grands, plus forts. Et je pense en particulier aux exploitations qui ont beaucoup de bétail, les exploitations laitières ou bien d'engraissement. Lorsqu'il n'y a plus d'herbes qui poussent, comment on fait pour nourrir nos animaux? Et il n'y a pas seulement la question économique de dire il faut acheter des fourrages en dehors de l'exploitation, mais c'est vraiment à quel moment on arrive à produire du fourrage, puis c'est quand l'eau
tombent du ciel. Et étant donné qu'il y a très peu d'exploitations qui sont équipées en système d'arrosage parce qu'ils n'ont pas forcément soit des bassins de rétention ou bien des sources d'eau à proximité, ça devient très compliqué de faire pousser du fourrage en toute saison. Donc le mot d'ordre de l'adaptation, c'est profiter quand les conditions sont bonnes pour valoriser ce fourrage, le conserver et faire du stock, et puis garder ce stock lorsque ça ne pousse pas. Et historiquement, une fois qu'on avait passé l'hiver, pour une exploitation qui a du bétail, c'est bon, depuis le printemps jusqu'à l'automne, ça va pousser. Et maintenant, c'est plus le cas. On a 2 saisons où ça ne pousse plus, c'est l'hiver, mais souvent aussi l'été. Et ça devient malheureusement, je ne veux pas dire la norme, mais ça devient de plus en plus fréquent. Et on ne peut pas simplement dire « Ouh là là, c'est une année spéciale, c'est caniculaire, ça ne pousse pas ». Mais on incite aussi les gens à s'y préparer en disant « Mais anticiper d'avoir aussi du stock pour passer l'été ». C'est aussi une partie de votre travail, finalement, ce côté un peu avertissement. Oui, alors clairement, on peut le dire, et ça tombe pas du ciel, parce qu'il y a d'une part des recommandations et de la littérature ou des recherches qui l'appliquent, et puis après dans des groupes de travail, dans des groupes d'intérêt, des échanges entre agriculteurs, on se rend bien compte que c'est la solution, et puis c'est eux-mêmes qui l'amènent en disant moi maintenant j'ai du stock dans mon hangar pour passer l'été, parce que c'est obligé de faire comme ça, et ça vient pas seulement de nous, mais c'est aussi des constats qui le font entre eux. Bon, alors on a pas mal parlé des agriculteurs, en tout cas des exploitants. Comment est-ce que Prometer, en tout cas, en quoi consiste votre travail aussi vis-à-vis des consommateurs? Est-ce que vous aussi, votre travail consiste à vous rapprocher du consommateur en ce qui concerne le durable? Alors c'est sûr que ça fait aussi partie des tâches de l'association, c'est plutôt nos collègues qui sont à la communication, mais tous ces efforts des agriculteurs doivent être transmis aux consommateurs, et c'est surtout le consomme-acteur qui devra faire évoluer ces pratiques-là par son acte d'achat. Et pour ça, il faut bien l'informer sur la différence au niveau du mode de production des produits. Étant donné que Prometer ne met pas en marché forcément des produits avec ses propres marques, c'est la discussion au sein des filières avec des acheteurs et des filières existantes pour amener aussi une plus-value climat sur les produits actuels. Donc on a beaucoup parlé d'environnement, on a beaucoup parlé de bien-être animal, et de plus en plus l'impact climatique va être intégré dans les produits ou labels existants. Donc il y a des discussions avec les filières existantes, mais aussi de l'information complémentaire sur les produits que l'on trouve aussi bien dans les magasins régionaux, ou bien les marchés à la ferme et les magasins de proximité, que dans les grandes surfaces qui représentent quand même environ 2/3 du marché agroalimentaire. Il y a aussi les besoins en communication de Prometer, la communication à l'externe, au large public qui a fortement progressé et dont les besoins ont fortement augmenté, justement pour la création de contenus qui soient plus proches, qui sortent un peu du cadre agriculteur ou uniquement le secteur de la production primaire agricole, pour justement rendre attentif la population à plus large échelle. On a notamment la participation à la création du site Agriculture durable, qui a vraiment aussi pour but justement que tout un chacun, autant avec énormément de compétences que peu de compétences, trouve justement les réponses à des questions, des réponses qui sont axées sur le quotidien réel et pas uniquement sur les sensibilités de certains consommateurs. Jean-Luc, Pascal, vous avez des recommandations à faire justement aux consommateurs ? Achetez local de saison, et puis informez-vous sur le mode de production des différents produits, et cherchez à comprendre, aller aussi directement à la source. Donc tous ceux qui ont la possibilité d'aller, que ce soit régulièrement ou occasionnellement, chez l'agriculteur, s'approvisionner, poser des questions, voir les modes de production, ça c'est le meilleur moyen de comprendre les enjeux aussi des agriculteurs. Être un peu plus curieux, disons. Clairement. Avant-dernière question, Pascal et Jean-Luc, et non des moindres, quelle est votre vision de l'avenir? En tout cas, quelle est la vision d'avenir de Prometer, en tout cas en matière d'agriculture durable? Donc une des visions, c'est vraiment d'avoir des systèmes qui soient cohérents, et puis on pense que le système polyculture élevage raisonné
s'intègre vraiment dans beaucoup de régions du canton de Vaud. Donc polyculture élevage, ça veut dire quoi? Ça veut dire mêler les cultures et le bétail. On a beaucoup de discussions aujourd'hui sur la réduction du nombre d'animaux, que ce soit pour le lait, la viande, que c'est une charge pour le climat. Au contraire, on pense que c'est une partie de la solution d'avoir des bovins, des ruminants, des animaux qui s'intègrent dans les cycles d'exploitation, aussi bien pour fertiliser le sol que pour valoriser les herbages, que pour amener de la protéine aux consommateurs sous forme de produits laitiers, œufs ou sous forme de viande également, et que ces systèmes-là sont cohérents d'un point de vue agronomique. S'ils sont bien menés, évidemment, sans avoir des surcharges ou des excès au niveau des différents systèmes. Et puis, évidemment, dans le canton de Vaud, on a quand même pas mal de surfaces de culture. Qui dit surface de culture dit sol. Et sol, on veut des sols fertiles, on veut des sols qui résistent aussi au changement climatique, aussi bien sur le trop d'eau que le pas assez d'eau. Donc des sols résilients. Et si on peut augmenter la part de carbone, donc de matière organique dans les sols, ils vont être non seulement plus fertiles, mais ils vont pouvoir capter du carbone de l'air. Donc c'est aussi un des enjeux, un des impacts pour réduire, non seulement réduire l'empreinte climatique, mais pouvoir capter aussi ce carbone qui est dans l'air et qui pose des problèmes. Et puis surtout, par rapport plus spécifiquement aux producteurs de lait, on remarque aussi que c'est de plus en plus compliqué au niveau de la production, au niveau de la charge en travail. Donc de donner des perspectives vraiment aux producteurs de lait, et pas seulement des perspectives financières, mais aussi des solutions techniques, et puis des perspectives sur leur qualité de vie, de pouvoir intégrer justement, on parlait d'innovation tout à l'heure, les progrès technologiques sur les fermes laitières. Certains sont très très au point, d'autres le sont moins avancés. Donc pour pouvoir continuer à avoir des producteurs de lait et des produits comme le beurre, le fromage ou les autres produits laitiers, il faudra à l'avenir aussi avoir des producteurs motivés et qui puissent trouver du sens et aussi une certaine qualité de vie et une satisfaction dans leur travail. Jean-Luc, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Il a dit pas mal de choses déjà, ouais, effectivement. Je pense que aussi l'agriculteur doit se sentir soutenu au quotidien dans son travail, et puis qu'il sente aussi que son travail est valorisé à l'échelle de sa filière, premièrement, qui sentent qu'il ait le soutien des associations qui font justement du conseil ou de la vulgarisation, et puis aussi que la population continue à soutenir une production, un auto-approvisionnement sur le territoire, une production de denrées alimentaires locales et puis de haute valeur. Et y a-t-il des projets spécifiques prévus pour les prochaines années ? Les projets spécifiques, on en a déjà un tout petit peu parlé actuellement. Oui. Donc, effectivement, on a actuellement, par exemple, pour tout ce qui est réduction de l'impact climatique, de l'efficience de la production, on travaille beaucoup sur l'acquisition de connaissances pour l'instant, et puis le travail avec des exploitations pilotes sur des projets climatiques, on va dire, de réduction de l'empreinte carbone, que ce soit autant au niveau de l'élevage qu'au niveau des sols, dans le but aussi de pouvoir assurer à long terme la vie des sols, et puis une production résiliente face aux aléas climatiques. Et puis voilà, sur le canton de Vaud, effectivement, l'impact du cheptel bovin n'est pas si important qu'ailleurs dans le monde, mais malgré tout, les agriculteurs, ils sont soucieux de leur impact, aiment connaître les chiffres de leur exploitation. Et puis notre rôle, c'est de trouver des bases solides pour pouvoir justement les accompagner en leur disant voilà où vous en êtes, voilà les perspectives d'amélioration que vous avez. Et puis du coup, on se revoit d'ici 1 ou 2 ans, et puis on discute de qu'est-ce que vous avez pu améliorer concrètement sur votre exploitation. Parfait. Nickel. Est-ce qu'il y a d'autres axes éventuellement que vous vouliez aborder, peut-être à côté duquel on serait passé Alors, dans les projets de l'avenir, il y a aussi ce qui concerne l'énergie. Donc, la transition énergétique, on l'a
vaguement, enfin on l'a très rapidement survolé, mais c'est aussi une composante sur les fermes au niveau sécurité de l'approvisionnement et puis développement d'énergie renouvelable. Donc là aussi, il y a des choses qui sont déjà en place et on aimerait pouvoir collaborer avec d'autres organismes qui travaillent, qui plongent justement sur ces questions énergétiques, parce qu'évidemment, nous, on n'est pas des professionnels là-dedans, mais des solutions d'autonomie énergétique devraient aussi pouvoir voir le jour à l'avenir, et aussi bien dans l'optique de sécuriser l'approvisionnement que de le verdir. Parfait. Bon, Pascal et Jean-Luc, merci beaucoup, en tout cas, pour l'entretien. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Et nous retenons que la durabilité n'est pas seulement donc une tendance, mais plutôt une nécessité pour les générations futures. L'entretien avec Pascal et Jean-Luc a souligné une nouvelle fois de plus l'importance de l'agriculture durable à l'heure actuelle, les défis actuels de l'agriculture qui exigent des solutions plutôt innovantes. Oui, et notamment grâce à une formation et un perfectionnement continu de ses membres, Prometer s'assure que les agriculteurs sont au courant des dernières techniques et des méthodes, et évidemment pour que le projet comme ceux de Prometer ou de Climastar soit durable, il y a besoin évidemment de tout le monde, et y compris de nous qui sommes les consommateurs. Oui, c'est vrai, les consommateurs. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et on se réjouit de vous retrouver dans le prochain épisode. Et en attendant, si vous avez besoin de plus d'informations, par exemple pour savoir où trouver des produits frais près de chez vous, n'hésitez surtout pas à consulter notre site internet www.swissmilk.ch.